L'ange blond du train de l'enfer. Il est là, derrière moi. Il a ce sourire à transpercer le cœur. Il m'a demandé, dans un mélange de maladresse et de douceur, « Excusez-moi, vous savez si ce train s'arrête à Vitré ?» D'un coup d'un seul, il m'a ramené à la réalité, ou peut-être à la non-réalité. C'est comme s'il m'avait ranimé. Il me sentait partir, il me voyait glisser. J'étais peu à peu en train de perdre pied. Il m'a alors redonné la maîtrise des choses, la conscience de moi-même et de ceux qui m'entourent. À mi-chemin de la maison des morts, il me fait revenir sur mes pas. Son visage est tout près du mien. Son sourire me caresse les lèvres. Ses yeux de lumière, pétillants d'empathie, m'ont envoyé comme une décharge électrique. En l'espace de 5 secondes à peine, il est devenu ma seule réalité. Tout alentour s'est arrêté. Il n'y a plus que lui et moi. Il a repoussé ton visage au plus loin de moi. C'est cette voie que je veux suivre. C'est ce chemin que je dois emprunter. Il faut que je m'y abandonne. L'ange blond m'y invite. Je me laisse conduire. Je ne sais plus où aller. Il ne doit pas avoir plus de 20 ans. Il a réussi à me détourner de l'horrible gouffre qui me happait. Et là, en une fraction de seconde, j'ai pensé, déjà, qu'il pouvait être ton émissaire, et qu'alors que tu n'étais morte que d'une poignée d'heures, tu le possédais, tu t'étais emparé de lui pour voler à mon secours. Déjà tu te saisissais de lui pour me maintenir dans la vie, pour me la faire choisir, pour m'éviter de sombrer, pour me dire que rien n'était fini, ou du moins qu'il restait un tas de choses qui ne l'étaient pas. Un signe de cet ailleurs qui t'a capturé. Je suis dans ce train, cet engin de l'enfer qui m'emmène vers la mort, vers toi, ma sœur, mon ami. Je suis en déconnexion totale avec la réalité. J'ai tenu bon de chez moi, tout au nord de Paris, jusqu'à la gare Montparnasse. Je n'avais pas le choix. Si je voulais être près de toi au plus vite et pouvoir te serrer dans mes bras, il fallait que je parvienne à attraper ce convoi mortuaire. Et pour ce faire, que je tienne sur mes 2 jambes. Et si tu n'avais pas été tout à fait morte, s'il te restait ne serait-ce qu'un souffle, je voulais être là pour le recevoir. Je n'ai pas eu le courage de prendre le métro. Je ne voulais pas me retrouver sous terre, avec tous ces morts vivants. Comme par hasard, pour une fois, je n'étais pas seul quand mon frère m'a téléphoné pour m'apprendre le tour que tu nous avais joué. 2 copines se trouvaient là, dont l'une avait la veille fêté son anniversaire chez moi. D'ailleurs, tu l'aimais bien. Tu l'avais rencontrée en Angleterre. C'est elle qui a insisté pour glisser des photos de toi dans mon sac de voyage. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine, que je ne voulais pas les voir. Je voyais bien assez des morceaux de toi défiler sans cesse dans ma cervelle broyée, image pêle-mêle d'une vie ensemble. Mais elle m'a répondu que je pourrais changer d'avis et en avoir besoin d'ici quelques jours. J'ai pris des vêtements pour la semaine, et ce qui est incroyable, c'est que j'ai pris le temps de les choisir et de réfléchir à combien de tenues pour combien de jours. Puis les filles m'ont mis dans un taxi. 98 fois sur 100, les chauffeurs de taxi ne m'adressent pas la parole. Eh bien, celui-ci n'a pas arrêté une seconde. Et comme il avait remarqué les larmes qui déferlaient sur mes joues, il n'a eu de cesse de me dire qu'il ne fallait compter que sur soi-même, que si je continuais à faire confiance aux autres, quels qu'ils soient, je souffrirais toute ma vie. Lui, à force de trahison, de déception en tout genre, il avait fini par renoncer à l'être humain. Le misanthrope de Molière ne lui arrivait pas à la cheville. Pas un jour ne passait sans qu'il s'en félicite. C'était bien ma veine de tomber sur lui. Mais en même temps, il me faisait parler. Il me maintenait en éveil. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est peut-être ce qu'il avait trouvé de mieux pour m'éviter de penser, pour m'empêcher de dériver tel un bateau fantôme. Arrivé à la gare, quelques amis à nous m'attendaient. J'avais eu la présence d'esprit de prévenir l'une d'entre eux et le téléphone arabe avait très vite marché. Il avait également fonctionné dans le sens où tout le monde avait horriblement bien percuté ce qui s'était passé. À la fois, bizarrement et stupidement, j'ai pensé à demander une réduction en prenant mon billet. Ça, c'est mon côté près de mes sous, me dirais-tu. Comme quoi, même dans les situations les plus dramatiques, certains automatismes persistent. Tu sais, nos potes, eh bien de les voir là, tous les 5, pendant les quelques minutes qui me séparaient du départ du train, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai eu envie de les réconforter tant ils étaient malheureux. Je ne pouvais pas penser à moi, pas encore. Si j'avais commencé à y penser, je n'aurais rien pu contrôler. D'ailleurs, je ne comprendrai réellement que plus tard, si jamais je le comprends un jour.
La magie de l'ange blond a fini par cesser d'opérer. Les images de sang et de tôle broyée les plus abjectes m'assaillent à nouveau. Les paroles de mon frère, maladroites et brutales, comme un colis suspect dont on veut bien vite se débarrasser, sont revenues me hanter. C'est Solène. Ce qui devait arriver est arrivé. Elle a eu un accident. Elle est morte. Il avait voulu me le dire lui-même pour m'épargner d'avoir à l'apprendre de mes parents, avec lesquels j'étais plutôt en froid dans ces moments-ci. J'ai d'ailleurs raccroché mon portable au moins 3 fois d'affilée avant de prendre réellement la communication. Mais comment dire l'indicible? Il n'y a pas de recette miracle, pas de recueil des modes d'emploi en la matière. Il avait raison. À ce moment-là, il valait largement mieux que le disque rayé soit sa voix à lui, plutôt que celle de nos parents. Des relents de cannabis se sont propagés dans le compartiment. Nous ne sommes qu'une petite dizaine de personnes en cette heure improbable de dimanche midi. Cela semble venir du 2e rang, derrière moi, en face de l'ange blond. Un peu de ton odeur se diffuse. Je ne supportais cette odeur qu'avec toi, au moment du coucher. En fait, ce n'était pas l'odeur que j'aimais. Je l'ai toujours reniflée à des kilomètres tellement elle me donnait la nausée. C'était une fois au lit l'effet navire qui tangue, jusqu'à couler tranquillement dans les profondeurs de la nuit. Nuit sans rêve, desquelles j'émergeais comme une fleur au lever du jour. Là, j'aurais aimé que l'odeur du cannabis m'endorme une bonne fois jusqu'à vitrer. Peut-être même pour la journée, voire la semaine. Qu'elle m'euthanasie. Je m'arrête là. Quoique, pourquoi pas une hibernation à durée indéterminée? Un mal de ventre me plie en deux. Je reconnais et identifie la douleur. C'est la même que j'avais gamin, avant les compétitions de natation ou les interros, surtout celles de maths, ou encore avant de monter sur scène pour un vaudeville ou un Brecht, ou n'importe quoi d'ailleurs. J'ai du mal à respirer. J'entends comme un sifflement à l'intérieur de moi. Il faut absolument que je m'endorme d'un coup d'un seul ou que je m'occupe l'esprit de toute urgence, ou je vais tourner dingue. Mon portable sonne, je réponds. C'est notre copine Marie. Elle me demande comment je vais aussi, ou si je tiens bon. Je ne sais plus trop comment elle formule ça. J'ai juste le temps de m'accrocher aux branches pour dire « c'est horrible ». Et la voilà qui se fait un devoir de me lâcher aussitôt. « Tu dois te secouer, t'imagines pour ses parents ». Et là je hurle « mais justement, qu'est-ce que tu crois? Je ne pense qu'à eux ». Puis j'ai raccroché. C'était vrai. Les visages de tes parents, de ton frère, celui de mamie, ne cessaient de vaciller dans ma tête. Tous ces visages m'empêchaient tant bien que mal de voir le tien. Leur expression était tordue de douleur. C'était comme une danse macabre qui n'en finit pas. Je me suis soudainement tourné vers ma voisine de gauche, de l'autre côté du couloir. Je lui ai demandé si je ne pouvais pas lui emprunter son magazine. Elle a semblé hésiter une demi-seconde. Mais je crois que ma tronche décomposée a achevé de la convaincre. Elle a dû penser au code pénal et aux histoires de non-assistance à personne en danger. Et puis, il fallait lui laisser le temps de ramasser tout son cœur. Prenez votre temps, j'ai un livre à finir. Clin d'œil, c'est Paris Match, et une de mes copines et anciennes colocataires bosse pour eux. Je me mets en quête d'un article rédigé par elle. Eureka, c'est sur le Divine Sanier à l'occasion de la sortie de Swimming Pool, qui se trouve être le jour même en avant-première à Cannes. À force de volonté, je finis par me concentrer un peu, assez pour comprendre grosso modo ce que je lis. Plus tard, plus rien n'a d'existence, ni de sens. Je voudrais tout à coup que ma vie repose entière dans ce magazine et qu'elle n'en ressorte plus. À certains moments, je me suis entendu respirer. J'ai dû avoir une crise d'asthme, sans vraiment m'en rendre compte. Le train finit par s'arrêter. Je suis à Vitry. Je me lève et rends le magazine à sa propriétaire, qui tente un demi-sourire de réconfort maladroit. Enfin, l'ange blond m'est apparu dans la lumière, une dernière fois. L'espace d'un instant nébuleux, je fixe son regard azur et son sourire fragile. Je m'en imbibe. Je veux y voir de l'espoir sous cette pluie battante et ces nuages noirs. Au revoir, ange de chair. Parfois la vie sait être décidément très moche. À ma descente du train, mon frère est là, qui m'attend. Je sais à cet instant précis que ma peine ne m'appartient plus. Il va falloir la différer. À ce stade, seuls toi et les autres importés. Les paroles de Marie n'ont pas été vaines. J'ai compris la leçon. Nous nous retrouverions plus tard. On avait dit tu mets l'ambiance.
Mais c'est justement ce que nous allons faire tout de suite, n'est-ce pas? Grâce à Clémence. Alors attends, je change de place, mais j'arrive plus à me comprendre. Prends la place de Clémence, donc je prends ta place.